19h03, on va pouvoir commencer. Si certaines personnes nous rejoignent, écoutez, ils prendront la réunion en marche. Donc, je vous remercie. Vous m'entendez? Je vous remercie de vous être déplacés pour assister à cette toute première réunion publique qui concerne la révision de notre plan local d'urbanisme. Donc, il faut que vous sachiez que la commune a engagé la démarche de la révision de son PLU, donc PLU, plan local d'urbanisme, en novembre 2020, car notre document actuel sur lequel on travaille, il date, mon cher Régis, de 2006, parce que tu y avais participé. Et évidemment, 2006, c'est déjà assez loin, ça passe vite, et ce PLU ne correspond plus aux nouvelles réglementations, parce que la réglementation a évolué, ni aux perspectives d'aménagement et de développement de notre village. Pour nous accompagner dans notre démarche, le bureau d'études Arval de Crépy-en-Valois a été missionné et il est représenté ce soir par M. Nicolas Timonier, que je suis très heureux d'accueillir et que je remercie d'être parmi nous et qui va vous présenter l'état d'avancement de nos travaux. Qu'est-ce qui a été fait depuis novembre 2020? Il y a eu un diagnostic et des orientations qui ont été travaillées au cours de plusieurs réunions, auxquelles évidemment ont été associés les services de la communauté d'agglomération, les services de l'État, les acteurs économiques, les agriculteurs, évidemment le conseil municipal qui sont organisés en commission afin d'être plus efficaces. Il y a quelques membres qui font partie de la commission urbaine qui travaillent et tout après comment dirais-je, réexpliquer en conseil municipal. Et évidemment, une fois que la commission aura fait son travail en haut, c'est le conseil municipal qui décide et qui vote. Le PLU sera le support de l'aménagement de notre village en matière d'activité, de déplacement, d'habitat, d'environnement, et la finalisation de ce document stratégique est prévue, si tout va bien, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. On va essayer. Ce qu'il est important que vous sachiez, c'est que, alors que nous avions lancé cette démarche de révision de notre PLU, je ne voudrais pas être technique, mais que vous compreniez bien, la compétence urbaniste qui relevait auparavant des communes a été transférée à la communauté d'agglomération. Donc ça veut dire qu'une compétence, c'est avoir le pouvoir de décider de faire les choses. Donc on avait en matière de l'urbanisme ce pouvoir, et ce pouvoir a été transféré à la communauté d'agglomération. Donc ce qui veut dire que c'est la communauté d'agglomération qui décide en quelque sorte de notre avenir, mais vous verrez, ça se fera et ça se fait en plein partage. Bon. Et il faut savoir une chose, c'est que ce qui fait qu'un projet puisse aboutir, c'est la signature du permis de construire, et la signature reste au pouvoir du conseil municipal et du maire. Pourquoi Grand Soissons a eu cette compétence transférée? Pas parce que c'est Grand Soissons agglomération, mais parce que le législateur en a décidé ainsi. Vous savez qu'il y a de plus en plus de compétences qui sont transférées pour cause de moyens à un groupement de communes, à un EPCI. La toute première était la gestion des ordures ménagères. Maintenant, on en est aussi justement à la lecture du territoire. Donc, ce PLU, donc, qui relevait de la commune, a été transféré donc, à Grand Soissons, qui a souhaité donc, élaborer un PLU, mais comme il est regroupé, c'est pas un PLU, c'est un PLU-I, I voulant dire intercommunal. Donc vous avez peut-être lu dans la presse que l'Aglo se lançait dans un PLU-I. Et ce PLU-I, évidemment, il englobera le PLU de Mersin-Hérault. Petite parenthèse, l'Aglo aurait pu très bien dire, Mersin, vous arrêtez tous vos travaux, parce que comme il y a un PLUI, c'est nous qui allons être acteurs, et puis vous participerez, parce que c'est partagé. Et là, comme on avait démarré en novembre 2020, ils nous ont laissé faire notre PLU, alors avec l'autorité, évidemment, c'est le cabinet qui opère, mais avec, évidemment, un représentant de l'Aglo en permanence, qui participe à nos travaux, mais je peux vous dire que ça se fait en bonne intelligence parce qu'avec le cabinet actuellement, on fait vraiment la lecture de notre territoire en toute indépendance. Indépendance intellectuelle, parce que je viens de vous dire que l'Aglo était là, mais
on nous dicte rien. On fait vraiment, on a une lecture de notre territoire comme on le veut. Et on essaie d'être exemplaire pour que ce travail puisse être intégré dans le PLUI. Merci à l'AGLO d'accepter. D'un autre côté, ils n'ont pas tellement le choix parce que l'engagement d'un PLUI, ça prend entre 3 et 4 ans. C'est très long. Donc ça vient d'être lancé. Si vous faites un petit calcul, je me retourne de Nicolas qui prendra la parole après, qui est beaucoup plus technique que moi, il pourra vous répondre à vos questions. Vous faites un calcul 3 à 4 ans, on tombera pendant les élections municipales, donc ça veut dire que ça repoussera au moins d'un an, 1 an et demi, donc c'est un PLUI, c'est pas avant 5-6 ans. Je vais vous dire que notre PLU était, entre guillemets, périmé. On ne peut pas laisser une commune pendant 4-5 ans sans avoir une lecture de son territoire et pouvoir faire du développement. Donc je voyais mal comment ils auraient pu nous dire de ne pas faire évoluer notre PLUI. Donc vous avez bien compris, PLU, PLUI, il faut que ça se fasse en intelligence pour que ce que l'on fasse puisse être intégré dans le PLUI et puis que nous on puisse travailler parce qu'on ne peut pas rester pendant 4-5 ans sans faire évoluer notre village. Donc nous ferons en sorte que tout le travail mené à l'échelle de notre commune puisse être intégré dans le PLUI. Je tiens à vous dire que nous aurons l'occasion d'organiser plusieurs temps d'échange avec l'ensemble des habitants. Sachez aussi que les documents, on a déjà communiqué, qui vous sont présentés ce soir, sont disponibles en consultation à la mairie et sur le site internet de la commune. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça, et puis il y aura d'autres réunions publiques une fois qu'on aura avancé. Voilà, je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous dire un petit peu ce qui va se tramer dans ce qui vous est présenté ce soir, parce que comme il y aura d'autres réunions, tout ne sera pas abordé ce soir. Et puis après, je laisserai M. Timonier se présenter rapidement. Et puis, vous verrez, c'est un dossier qu'il maîtrise parfaitement bien, qui a déjà été présenté aux élus de l'AGLO, parce que comme je vous dis que la compétence était l'AGLO, il a fallu qu'on ne monte pas de blanche de travaux, ce qui a été fait remarquablement. On était un petit peu questionné, mais on a su répondre. Et puis, on répondra évidemment à toutes vos questions. Je vous remercie, Nico. Merci Laurent, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va principalement laisser parler M. Timonier. Je vois qu'il nous a déjà préparé un beau rappel de la procédure. Donc on va laisser le spécialiste parler. Si vous voulez bien, on le laisse présenter les éléments. Et puis on viendra sur questions-réponses si ça convient à tout le monde. Monsieur le maire, qui a été parfait, donc j'ai pas grand-chose à ajouter. Vous pouvez répondre, M. Timonier, si au fur et à mesure, les gens vont peut-être couper la parole s'il y a un truc qui arrive. On garde évidemment les questions pour la fin, mais si dans la présentation il y a déjà quelque chose qui vous a interpellé. Oui, on commence déjà par un rappel de procédure, donc n'hésitez pas à ce moment-là si vous avez des questions. Donc je vous donne la parole. Merci. Bonsoir à tous. Juste tout petit peu de complément. Monsieur le maire a déjà fait une introduction très large et très complète. Juste pour préciser qu'en plus donc, des documents qui sont déjà disponibles en mairie et sur le site internet, donc il y a deux grands posters ici qui vont reprendre les 2 schémas que vous verrez dans la présentation, les 2 grands schémas qui finalement illustrent les grandes orientations d'aménagement et développement de la commune à l'horizon 2035, qui resteront affichés en mairie pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc à l'occasion, quand vous passez en mairie, n'hésitez pas à aller voir de plus près. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un registre. Il y a un registre de concertation qui est ouvert en mairie. Donc si vous avez, pas forcément ce soir, parce que bon, ce soir il va y avoir beaucoup d'informations et forcément vous n'allez pas avoir les réflexes comme ça à bout pour point de poser des questions qui vous viennent à l'esprit. Donc n'hésitez pas au travers du registre de faire remonter des questions, des observations sur ce projet communal à l'horizon 2035. Voilà. Donc, effectivement, la présentation, je vais essayer d'être pas trop long, il y a beaucoup de choses à dire, ça fait quand même 1 an et demi qu'on travaille déjà dessus, donc évidemment, 1 an et demi, il y a quand même pas mal de choses qui ont été collectées, traitées, échangées, etc. Donc, je vais rappeler très rapidement les principaux éléments de procédure, le contenu en quelques mots aujourd'hui d'un plan local d'urbanisme. Et puis ensuite, donc, je vous présenterai les éléments qui ont été validés à ce jour, à la fois par le conseil municipal et à la fois par le conseil communautaire, comme l'a bien rappelé monsieur le maire, à savoir donc, les éléments des diagnostics, les éléments d'analyse, ce qui nous a permis d'échanger sur
la commune de Mersin-Évaux, ses caractéristiques, ses particularités, ses atouts, ses handicaps, si on peut dire, et surtout ses dynamiques en cours, dynamiques passées, dynamiques actuelles, avec l'idée donc de réfléchir à et demain vers quoi allons-nous, vers où allons-nous pour cette commune. Alors évidemment, vers où allons-nous, vers quoi allons-nous, sous couvert, et M. le maire l'a bien rappelé, sous couvert néanmoins, ou en tout cas dans les limites de l'exercice fixé aussi par les documents de cadrage à l'échelle intercommunale ou à l'échelle de l'agglomération. Il y a notamment 2 documents de cadrage importants qui existent déjà, en dehors du PLUI qui n'existe pas encore, mais il y a 2 autres documents de cadrage qui existent, qui sont le schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Donc ce document, il fixe un cadre déjà pour toutes les communes de l'agglomération dans les perspectives de leur développement pour les années qui viennent. Donc il faut s'inscrire dans ce cadre, à défaut d'avoir un avis défavorable sur le contenu du PLU, à la fois par l'agglomération, mais aussi d'ailleurs par la préfecture, par l'État. Et également l'autre document de cadrage qui est en cours de finalisation à l'agglomération, qui est le programme local de l'habitat, où là il y a un zoom sur la problématique et la question du logement, de l'habitat sur toutes les communes de l'agglomération, dont Mersin-Évaux, avec donc une traduction à retrouver dans le plan local d'urbanisme de la commune. Donc la procédure, vous l'avez ici sur cette première diapo, avec à gauche ce qui a déjà été fait. Donc M. le maire a bien rappelé la délibération de prescription, les études qui se poursuivent et pourraient donc conduire à un arrêt du projet de PLU durant l'année 2023, si tout se passe bien au printemps au début d'été, avec ensuite dans la procédure au cadre numéro 3 une consultation officielle de l'ensemble des personnes publiques dont M. le maire a parlé, les services de l'État, le département, la région, les chambres consulaires, notamment les représentants du milieu agricole, les commerçants, les artisans, les industriels, tous ces acteurs qui seront donc consultés sur ce projet de PLU révisé. Donc ça, c'est prévu durant la première partie du second semestre 2023. Avec ensuite une enquête publique où de nouveau les administrés, vous-même, pourront avoir accès à l'ensemble du dossier PLU, donc en plus de ce qu'on va voir aujourd'hui, tout ce qui nous reste encore à étudier, qui est le volet réglementaire, donc vraiment les règles d'urbanisme qui traduiront ce projet communal et qui s'appliqueront et qui seront opposables à tout permis de construire, permis d'aménager et déclaration préalable à l'aménagement, ce qu'on appelle avant les déclarations de travaux. L'enquête publique, donc j'ai dit fin 2023, début 2024, on verra si on arrive à tenir le délai pour fin 2023. Et c'est simplement après cette enquête publique que le conseil communautaire sera appelé à délibérer pour approuver définitivement ce projet de PLU révisé, donc en gros dans un an. Et il rentrerait en application donc courant du premier trimestre de l'année 2024. Sachant que durant tout ce temps-là, c'est le PLU actuel de la commune, celui de 2006, qui continue de s'appliquer. Donc à droite, vous avez un petit rappel donc, du contenu d'un plan local d'urbanisme. C'est aujourd'hui un exercice qui vraiment appelle 2 aspects particuliers dans la démarche. Le fait vraiment de s'inscrire dans la construction d'un projet communal, donc il faut vraiment réfléchir, et c'est l'objet de la présentation de ce soir, de réfléchir à la présentation d'un projet communal pour les 10-15 ans qui viennent. Donc on a réfléchi sur la période 2021-2022, puisque des études ont commencé à ce moment-là, jusqu'en 2035, c'est vraiment l'horizon qu'on se donne. Ça c'est le premier aspect, donc c'est ce qu'on appelle le projet communal, et le terme exact, le terme technique, celui qui est repris dans le code de l'urbanisme, c'est projet d'aménagement et développement durable, ou encore PADD, c'est le terme. Et si vous voulez, donc le PADD, c'est le document qui est consultable sur le site internet et qui est consultable en mairie. Voilà, il se présente de cette manière-là, c'est la page de garde. Et puis, à l'intérieur du document, vous avez, pour chaque thème, un rappel de ce que le diagnostic a permis de mettre en avant, et puis, donc, les orientations qui sont proposées en face, avec, dans l'encadré orange, si vous voulez, en une formule un petit peu clé, le rappel de l'orientation principale sur cette thématique. Donc, vous avez 6 thématiques abordées: démographie, logement et urbanisation, équipement, services et loisirs, les activités économiques, tout ce qui tourne autour des déplacements, des transports et des réseaux, les sites et les paysages, l'environnement. Et ensuite, donc, vous avez 2 planches graphiques, c'est ces fameuses planches
qui seront en grand poster à la mairie, mais que vous aurez aussi sur le site internet, hein, puisque le document là il est sur internet, hein, où sont cartographiées les différentes orientations, alors qu'évidemment l'orientation prête à cartographie, donc à l'échelle de l'ensemble du territoire communal, hein, la vallée de l'Aisne ici, le plateau agricole ici, avec la RN2 qui se trouve là, et puis un zoom sur les secteurs agglomérés, donc de Mersins et du hameau de Vaux. Donc ce soir, on va vous présenter ça de manière plus synthétique et un peu plus visuelle, hein, parce que si on avait regardé le document que je vous ai montré avant, c'était pas très agréable. Ouvrir les discussions avec vous sur les différentes questions qui pourraient se poser. Oui, donc j'ai dit qu'il y avait deux choses, j'étais un peu vite. Donc le côté projet communal. Le deuxième aspect important dans la démarche, c'est l'évaluation environnementale, puisque désormais, vous le savez très bien, hein, l'environnement a pris beaucoup de poids dans notre société, et même en urbanisme, l'environnement est très important, puisque l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme tel qu'un PLU implique nécessairement une évaluation environnementale. C'est-à-dire que toutes les orientations que l'on va voir aujourd'hui sont passées entre guillemets un peu au tamis de leurs conséquences, de leur incidence sur l'environnement. Donc sur l'environnement, ça sert en termes de biodiversité, la faune, la flore, au regard de l'eau, hein, la gestion de l'eau, l'eau des cours d'eau, l'eau des zones humides, l'eau qu'on boit, l'eau d'assainissement, l'eau pluviale, la question des risques naturels, des risques technologiques notamment, mais aussi la question des nuisances, de la qualité de l'air, la question des énergies. Hein, toutes ces dimensions environnementales sont à prendre en compte, à traiter dans la démarche. Donc, un petit rappel donc, du phasage, le diagnostic a été établi, le PADD a été établi, a fait l'objet d'un débat au conseil municipal en août 2022, il a été présenté au conseil communautaire, il a été débattu au conseil communautaire dès septembre 2022, mais il vous est présenté ce soir. Donc il nous reste encore à consolider, à étudier dans les semaines qui viennent le règlement graphique et écrit, les différentes orientations d'aménagement sur les secteurs qui présentent des enjeux importants, et puis ensuite on sera à la dernière phrase, donc toute la deuxième partie de l'année 2023 et début de l'année 2024 qui sera donc qui consistera à valider la procédure et le contenu du document. Donc ça, monsieur le maire en a rappelé, je ne reviens pas dessus. Donc on retrouve les différents thèmes à traiter et donc la présentation qui va suivre, c'est pour ça qu'on peut très, très rapidement faire des pauses si vous avez besoin, puisque nous avons constitué la présentation par thème, donc on part de paysage, du patrimoine, de l'environnement, puis on va aller jusqu'au thème des placements et transports, avec dans un premier temps un petit rappel des éléments diagnostiques, et puis tout de suite derrière les principales orientations qui sont proposées. Donc si vous voulez, on peut faire un jeu de questions-réponses à la fin de chaque thème, de manière à ce que vous puissiez réagir tout de suite sur les éléments présentés et poser différentes questions qui vous semblent nécessaires. Alors, donc en ce qui concerne les paysages sur le territoire de Mersins-et-Vaux, donc vous avez une carte ici qui présente, une photo aérienne qui présente globalement le territoire, encadré ici rouge. On a la particularité d'être sur un territoire qui se situe entre plateau et vallée, puisque la partie haute, si vous voulez, au sud du territoire, est vraiment le plateau du Soissonnais, principalement voué à l'agriculture et à la grande culture, beaucoup d'espaces cultivés, tandis que le front de vallée regroupe une grande partie donc, des tissus urbanisés ici, mais aussi quelques zones à dominante, en tout cas de milieu humide, qu'on retrouve un tout petit peu de manière de plus en plus anecdotique au niveau du centre aquatique ici des plans d'eau. Et puis il y a toute la vallée du rue de Voidon qui traverse notamment le hameau de Vaux, qui correspond également à une autre particularité paysagère, avec là pour le coup un paysage plus diversifié, notamment des surfaces en herbe, des pâtures, des champs aussi. Donc quelque chose qui est un peu différent de l'espace du plateau. Et entre les deux, on le voit assez bien ici, on retrouve ce coteau, ce qu'on appelle le coteau, donc cette partie pentue entre plateau et vallée, qui est ici très largement boisée, et on le verra tout à l'heure d'ailleurs, qui est support également d'une continuité écologique,
Ce coteau qui vient chapeauter les trames urbaines et finalement insérer en vue lointaine ou en approche lointaine le village de Mersin-et-Vaux dans son site naturel. On a également en termes de paysage la particularité ici d'avoir un bâti ancien qui est plutôt de qualité, qui est très marqué par la pierre du Soissonnais, c'est très caractéristique du Soissonnais, on a même ce qu'on appelle les pignons à redans ou à pas de moineau, hein, pour ceux qui sont un peu plus férus de l'architecture locale. C'est une particularité du Soissonnais. Vous voyez, c'est des petites décrochés sur les pignons ici. Et donc on a globalement quand même une trame urbaine qui présente une qualité patrimoniale intéressante et un tissu ancien qui est assez empreint de ruralité. Hein. On est avant tout sur une commune qui historiquement est une commune tournée vers le monde agricole, vers le milieu agricole et la ruralité. Donc là vous avez des ambiances un peu différentes, hein. L'ambiance de plateau, vous voyez, paysage très ouvert où on voit submerger les vases boisés du haut côté. Une vue un peu plus lointaine du village, et puis le fond de vallée où vous voyez les paysages sont un peu différents, avec des surfaces en herbe, des boisements, le cours d'eau notamment. Donc sur cette thématique-là, les orientations qui sont proposées dans le PLU à l'horizon 2035, c'est principalement donc, de tenir compte du plan de paysage du Soissonnais qui a été adopté en novembre 2018. Il y a eu un travail qui a été fait sur tout le territoire de l'agglomération de Soissonnais en termes de paysage, en termes d'identification des caractéristiques du paysage local et donc de mise en avant des points sur lesquels il semblait pertinent de prêter attention et de valoriser ce paysage. Donc c'est ce que l'on retrouve dans le projet de PLU, notamment donc avec, là on a repris 4 orientations, mais elles sont plus détaillées en PDD, je vous invite à en prendre connaissance à l'avenir. Donc veiller à une bonne insertion des constructions nouvelles dans leur environnement et dans le paysage, aussi bien pour les constructions qui seraient implantées sur les franges des secteurs déjà urbanisés, puisque c'est elles qui viennent au contact direct des espaces naturels ou agricoles, mais aussi, éventuellement, dans l'hypothèse où il y aurait une nouvelle construction agricole, toute construction qui serait implantée dans l'espace agricole, de veiller à ce que celle-ci s'intègre bien dans le paysage local. Deuxième enjeu important, préserver la coupure d'urbanisation entre Mersin et Vaux. Cette coupure d'urbanisation elle a un rôle paysager important, mais elle a aussi un rôle environnemental d'ailleurs, hein, puisqu'elle est traversée par des secteurs d'écoulement naturel des eaux. Donc il y a cette volonté donc, d'éviter l'étalement urbain, l'étirement de la trame urbaine entre le hameau et le bourg, et plus généralement, vous le verrez tout à l'heure, de toute façon, on est aujourd'hui dans un objectif national de réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels qui conduisent donc à mettre fin, à éviter toute forme d'étirement, d'étalement de la trame urbaine. Troisième sujet, définir les conditions de préservation des boisements. Il y a 2 grands types de boisements que l'on peut distinguer sur la commune. Il y a les boisements des coteaux, principalement, dont on parlait tout à l'heure, qui ont un vrai rôle à la fois paysager et aussi environnemental, parce qu'ils contribuent à maintenir les terres, à réguler les phénomènes d'érosion et de ruissellement. Donc c'est très important pour évidemment tous ceux qui se trouvent en dessous, c'est-à-dire vous tous, hein, parce que le village est en partie basse du coteau, donc si ces couverts boisés venaient à être réduits, les facteurs de glissement de terrain seraient accrus et pourraient avoir des impacts non négligeables sur les constructions qui sont en contrebas. Donc là, il y a tout intérêt à préserver ces boisements. Et puis, il y a les boisements qui sont plus des boisements qui rentrent dans le cadre d'une exploitation, notamment plutôt les boisements dans les fonds de vallée, sur les milieux humides, où là, les conditions de préservation sont un peu différentes, puisque ces boisements peuvent être attachés à une logique économique. Dernier point, mettre en valeur le patrimoine et l'architecture, notamment, donc c'est ce qu'on a commencé à travailler, mais on vient tout juste de commencer avec la commission, sur les dispositions réglementaires, prévoir des règles d'urbanisme donc, qui viendront remplacer celles qui existent aujourd'hui, qui veilleront donc à préserver, valoriser le patrimoine bâti de la commune, mais aussi, puisqu'il faut tenir compte des évolutions à venir, puisqu'on travaille à l'horizon 2035, d'intégrer néanmoins dans la réflexion la question des enjeux liés à la problématique de la rénovation énergétique des bâtiments, puisque c'est un vrai enjeu pour vous tous demain. La législation va se renforcer encore dans le futur
Donc dès que vous allez vendre votre maison, la question de la performance énergétique de votre logement va être posée et pourrait nécessiter des travaux. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver le juste équilibre entre comment valoriser et préserver ce qui est d'intérêt patrimonial et aussi ne pas forcément interdire un certain nombre de travaux qui seront nécessaires pour respecter des normes énergétiques de plus en plus entre guillemets, drastiques dans les années qui viendront. Voilà pour le premier sujet sur les paysages. Bon, c'est assez synthétique, mais ça permet de passer d'aller à l'essentiel. Est-ce que vous voulez que je fasse tout ce qui est environnement qui est assez lié quand même, et puis on fait une petite pause après, si déjà il y a un premier jeu de questions-réponses sur le thème paysage-environnement, avant de rentrer dans un autre thème qui est un peu différent, mais qui va sans doute vous fera peut-être plus réagir, qui est le thème de l'habitat. Donc je vous propose de faire l'environnement, et puis on fait une petite pause questions-réponses après. Donc sur l'environnement, il y a plusieurs enjeux identifiés sur la commune, sachant que sur la commune de Mersin-Vaud, les enjeux sont principalement des enjeux liés à des problématiques de risques naturels essentiellement par ruissellement, et notamment ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un plan de prévention des risques qui existe, d'inondation par coup et bout. Ce plan de prévention des risques il a été établi par l'État, par les services de l'État, qui est compétent, c'est pas une compétence ni communale ni communautaire, c'est une compétence de l'État, la gestion des risques dans notre pays. Et quand bien même la commune voudrait faire évoluer ce plan de prévention des risques, elle ne pourrait pas le faire sans qu'il y ait une décision préfectorale et une procédure qui soit menée par les services de l'État. Bon. Là, vous avez la planche qui résume ce plan de prévention des risques, et vous voyez d'ailleurs que apparaissent un petit peu ce qu'on disait juste avant, en trame Bordeaux, ces fameux boisements sur les coteaux qui sont traversés par des ruissellements qui arrivent du plateau et qui s'écoulent naturellement vers les fonds de vallée et vers la vallée de l'Aisne. Et ces ruissellements qui constituent autant de secteurs où il y a des risques d'accumulation d'eau, d'accumulation de boue, d'accumulation de gravats, d'érosion. Et pour le coup, donc, une attention toute particulière à leur gestion et à la réalisation d'un certain nombre d'aménagements qui visent donc à réguler ces ruissellements. Ces aménagements ont été réalisés, il y a pas mal d'aménagements qui ont été réalisés ces dernières années sur la commune, sur le territoire de la commune, qui globalement, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'on a pu constater, a permis d'éviter des désordres importants sur le village et sur le hameau sur ces dernières décennies. Donc l'idée évidemment c'est on le verra après, c'est de prendre en compte et de continuer à assurer la bonne gestion de ces aménagements par rapport à la prise en compte de ce plan de prévention des risques. Je rappelle que sur ce sujet-là, les services de l'État qui vont être appelés à émettre un avis sur le projet communal et sur le PLU seront très vigilants, très vigilants sur le fait que évidemment le PPRI est bien pris en compte par les dispositions du PLU. En ce qui concerne la biodiversité, deuxième sujet, sur le territoire communal, il n'y a pas de secteur où il y a un intérêt majeur en termes de biodiversité. Il y a des termes qui sont un peu barbares là, dans le jargon de l'urbanisme et de l'environnement qu'on appelle site Natura 2000, les SNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique, floristique, ou encore les espaces naturels sensibles, les ICO, les zones importantes pour la conservation des oiseaux. Bon, à Mersin-Vaud, il n'y a pas de ça. Donc là-dessus, voilà. Alors ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de biodiversité, au contraire, il y en a. Mais on n'est pas sur un secteur où il y a des enjeux majeurs par rapport à la présence de certaines espèces rares, menacées, à l'échelle régionale, nationale, voire même européenne. Alors il y a néanmoins une sensibilité écologique qui concerne le coteau, justement, le coteau boisé, puisque ce coteau boisé est le support, évidemment, c'est assez classique dans la région, et partout ailleurs d'ailleurs, est le support donc de passage, de circulation de faune, de la petite faune locale que vous côtoyez jour le jour, petite à grosse d'ailleurs, ça peut être du chevreuil, ça peut être du sanglier, mais ça peut être aussi des écureuils, des renards, des lapins, des lièvres, etc., des oiseaux aussi. Troisième sujet, ce sont les milieux humides. Donc en ce qui concerne les milieux humides et plus généralement la problématique de l'eau, ce qui
qui a été mis en évidence, c'est que les principaux enjeux entre guillemets, se concentrent plutôt sur le secteur du hameau de Vaux. Alors pour deux raisons, puisqu'il y a justement le cours d'eau qui traverse le hameau et qui conduit à ce qu'il y ait des sols, tout des milieux naturels spécifiques, ce qu'on appelle des milieux humides, qui accompagnent ce secteur, avec des enjeux importants de préservation des milieux humides. Alors même si au jour d'aujourd'hui on ne peut pas parler totalement de zone humide au sens législatif du terme, il y a une forte présomption quand même que pour que l'essentiel du fond de vallée soit de la zone humide, donc avec des obligations de protection de ces zones humides. C'est une obligation nationale, du fait que dans notre pays, avec le réchauffement, en tout cas avec les dérèglements climatiques, il y a une très forte accélération de la disparition des zones humides, et qui est très inquiétant parce que c'est dans les zones humides que naissent justement les espèces, la vie. Et donc la régression des zones humides est vraiment inquiétante à l'échelle nationale et même mondiale. Et donc il y a à l'échelle nationale une obligation de respecter, de conserver ces zones humides quand elles existent. L'autre enjeu pour vous, c'est qu'en même temps, donc, la nature de ces sols, avec la présence de l'eau, on n'a pas d'assainissement collectif sur le hameau, donc ça va conduire aussi tout à l'heure à un choix qu'on verra dans l'habitat, qui sera donc de limiter forcément les perspectives de développement du hameau en termes d'habitat. Il y a également un point de captage de l'eau potable à prendre en compte au nord de Mersin, avec un périmètre qui touche des secteurs urbanisés. Mais là, pour le coup, les enjeux sont plus limités puisque les terrains concernés sont déjà raccordés au réseau d'assainissement des eaux usées, donc public, donc il y a moins d'enjeux par rapport à ce point de captage. Dernier sujet sur l'environnement en termes de diagnostic, c'est la présence de sols argileux et également de la présence de plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement, dont certaines induisent des périmètres de protection au sein desquels il n'est pas possible d'envisager de nouvelles constructions tant que les périmètres existent. C'est notamment le cas, là encore, à Vaux, avec le périmètre d'élevage autour de la ferme, puisque est mis en avant la préservation, en tout cas la prise en compte de l'activité d'élevage autour des bâtiments concernés. Alors, les orientations proposées à l'horizon 2035 sur cette thématique de l'environnement, c'est tout simple, c'est de tenir compte de ces sensibilités environnementales, notamment donc en veillant au maintien des secteurs de coulement des eaux, donc notamment les fameux talvegs qui sont symbolisés, alors on ne les voit pas clairement, mais si on voit les petites flèches là, qui sont à préserver de tout développement de l'urbanisation, de tout aménagement significatif, de manière à ne pas augmenter les personnes soumises à des risques, de s'assurer donc du bon fonctionnement des aménagements déjà réalisés pour gérer les eaux pluviales. 12e point, de préserver la trame verte et bleue, donc la trame verte qui apparaît ici sur le coteau boisé, mais également de l'autre côté du Voisin, et puis donc le fond de vallée, ici à trame bleue sur le hameau notamment, donc de préserver cette trame verte et bleue qui est support d'intérêt pour la biodiversité, de poursuivre également l'amélioration de la qualité de l'eau et l'état écologique du cours d'eau, du Voisin. Valoriser également les milieux dont la valeur écologique peut être améliorée en tant qu'espace de compensation aux emprises rendues aménageables pour le PLU. Il est vrai que, on le voit ici notamment, c'est des taches un peu plus vert clair, ici, ou encore ici, il y a le fond de vallée, où là on a des secteurs qui pourraient présenter un intérêt pour la biodiversité, pour un intérêt écologique, et que donc on peut proposer en termes de compensation à d'autres zones qu'on verra tout à l'heure, qui sont proposées à l'aménagement et qui pourraient impacter des zones englobant des milieux humides. C'est notamment le cas dans le secteur ici, vers le centre aquatique intercommunal. Et enfin, adapter la réglementation locale aux aléas des risques naturels, technologiques, aux nuisances acoustiques liées à la RN31 ou encore à la protection des abords du point de captage de l'eau potable. Donc là, c'est plus dans les règles d'urbanisme qui nous restent à rédiger, de prendre en compte évidemment toute la législation, toutes les servitudes qui s'appliquent en lien avec ces aléas de risque,
de manière, là encore, à encadrer les possibilités de construction où les risques sont clairement identifiés. Voilà pour les deux premiers thèmes, paysage et environnement. Est-ce qu'on fait un petit temps d'échange tout de suite? Allez, on y va. Si vous avez des questions sur cette thématique-là, allez. N'hésitez pas à des précisions. Dans les zones de protection sur les ruissellements, vous pouvez zoomer le plan? Dites-moi sur quel secteur vous voulez qu'on aille plus précisément. Il y a sur les plans de détail un cercle rouge au milieu. Alors attendez, je vais mettre sur le plan, je pense qu'on voit mieux. Ouais. Non, pas sur celui-là, sur les zones bleues. Voilà. Alors, vert, pardon. Ouais. Ça correspond à quoi? Ces petits ronds verts là. Ouais. Alors les petits ronds verts, c'est des secteurs justement qui présentent un intérêt, me semble-t-il, à préserver, concernés par des risques de coulée de boue ou de remontée de nappe. Voilà. Alors, au milieu, si on regarde un peu les courbes de niveau, Ouais. on est au même niveau sur tout le reste. Ouais. Donc à quoi correspond? C'est une information qu'on nous dit par les services de l'État. Alors, bon, j'entends bien que c'est soit discutable, hein. Mais effectivement, il a pu être constaté ici des phénomènes de remontée de nappe. C'est sans doute cela, hein, plus sur le fond de vallée, c'est plus des phénomènes de remontée de nappe, hein, à ces endroits-là. Alors, la dernière grande période où il y a eu des phénomènes de remontée de nappe, c'est hiver 2000, hein, c'est ça 2000 ou 2001, enfin, voilà. Donc, sans doute qu'à cette époque-là, à cet endroit-là, peut-être avait-il été constaté un phénomène de remontée de nappe. C'est pour ça que ça a été identifié de la sorte. Alors, il est vrai que depuis 20 ans, il n'y en a pas eu. Et on parle d'un document qui aurait une validité jusqu'à 2035. Est-ce Ouais. que c'est cohérent de garder quelque chose qui ne correspond pas à la réalité? C'est le problème du risque. C'est-à-dire que le risque, la réalité, on ne la connaît pas en fait, hein. Le risque, aujourd'hui, on peut dire, bah oui, ça fait 25 ans que ça s'est rien passé, et puis malheureusement, à la 27e année, il se passe quelque chose, hein. Donc si on ne prend pas en compte, on va nous dire, bah vous ne l'avez pas pris en compte, vous êtes responsable. Comment on peut expliquer une petite tâche comme ça au milieu du village? Là, je vous dis, parce que je pense qu'à cet endroit-là, on est en plus sans doute sur un point bas quand même. Non. Alors, peut-être pas. Alors, peut-être que c'est la nature des sols qui fait qu'à cet endroit-là, il y a un phénomène de remontée de nappe qui a été constaté, hein. Je ne vois pas d'autres explications. Constaté par qui? Je Comment? vous dis, par les services de l'État, au moment où il y a eu ces phénomènes, sans doute en 2000-2001. Voilà. Après, ce document-là, il n'a qu'une portée informative, hein, il n'a pas de portée réglementaire. D'accord? Donc c'est pas parce qu'à cet endroit-là, sur le schéma, il est indiqué qu'il y a un secteur où il semblerait qu'il y ait un aléa, que réglementairement dans le PLU, on va nécessairement mettre ça en zone naturelle. Plutôt qu'on est, comme vous le dites, dans le village. Donc, Ça rend inconstructible. à voir. Pas forcément dans le secteur de remontée de nappe, on Si, peut sur le PLU, c'est inconstructible. dans le PLU actuel. Actuel. Ouais. Donc dans le PLU futur, dans le PLU qui nous reste à étudier, la question sera reposée. Deux remarques, Régis. Tu as tout à fait raison. Sauf que c'est pas une découverte pour toi, parce que c'est les services de l'État qui l'avaient fait du temps du PLU. Donc tu connaissais. Mais ma réaction, c'est de dire Alors, faut que ça disparaisse. C'est pour ça qu'on est là pour en parler.
J'ai moi-même déjà demandé à ce que le PPRI puisse être, entre guillemets, revu, mais en s'appuyant sur des acquis. Et les acquis, c'est les travaux qui ont été faits. Souvenez-vous, on en a parlé lorsque la commune a engagé ça il y a maintenant, Nicolas, 2010, on a fait des travaux avec le syndicat contre les coulées de boue, souviens-toi, avec des gabions, et ça fonctionne. Et on a refait des raménagements il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et suite à ça, on s'est dit, et c'est ce que M. Timonier a pour mission, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on peut réinterroger les services de l'État en leur disant, bah, écoutez, on a fait des travaux, etc. Bon. Alors, la réponse qui nous a été faite, c'est de dire, voilà, l'État ouvre un peu le parapluie en disant, vous avez fait des travaux, c'est bien, on peut revoir, si vraiment vous avez un projet en fonction des travaux que vous avez faits, on peut réétudier la question, mais en aucun cas, il retouche l'ensemble du PPRI. C'est la réponse qui nous a été faite. Alors, ce point-là, on en avait déjà parlé, évidemment, moi je me souviens très bien de 2001, c'est l'année où il y avait le fameux lac sur la parcelle, là où il y a le patatolide. Toi, tu avais des signes en face de chez toi qui sont restés. Bon, alors, depuis ce temps-là, il y a moyen. Si je prends l'exemple de la pièce en face chez vous au cimetière, il y avait de l'eau assez souvent. On a fait des aménagements, on a fait un conduit avec des pompes de refoulement, etc. Bon, on améliore les choses. Mais là, les services de l'État, là-dessus, on pourra les réinterroger. 2001, moi, ce qui était visible, c'est visible. Je ne suis pas allé voir chez toi s'il y a des remontées. Je me souviens qu'à la dernière classification en catastrophe naturelle de Mersin, ceux qui ont connu ça s'en souviennent, c'est hyper traumatisant. Quand on passait dans le village, les gens c'était vraiment catastrophique. Et je me souviens de poissons et de pommes de terre du plateau qu'on a retrouvés dans la cave de Monsieur Sergent, enfin chez toi. Bon, donc les coulées de boue, il y a quand même un point bas, etc. Bon, là, ça n'a rien à voir avec 2001, mais alors, est-ce que l'État se sert de ce genre de choses? C'est pas probable. Mais on tiendra compte de cette remarque pour continuer. C'était simplement ça. De toute façon, la question va être posée, hein, donc après, je ne sais pas quelle réponse on aura. Voilà. Mais on posera la question comme d'autres parcelles. Ça ne présume en rien de la réponse que nous aurons. Bon. Et d'autre part, ce qui est important, ce qui a été dit, c'est que avec les nouvelles règles, je ne veux pas m'avancer, parce que après, moi, ce n'est pas mon domaine, et puis je vous ai dit qu'il y a le PMU, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, ça ne condamne pas forcément la constructibilité. Je ne veux pas m'avancer, c'est dans le règlement. Enfin, moi, sous condition. Mais après, je ne veux pas m'avancer. on travaille beaucoup dans l'Oise, et dans l'Oise, tout le fond de vallée de l'Oise, c'est pareil pour l'Aisne, hein. Tout le fond de vallée de l'Oise est soumis à des phénomènes de remontée de nappe, à Ribécourt par exemple, et de débordement et d'inondation. La construction reste par endroits possible. Alors il y a des conditions, hein, pas de sous-sol, un plancher bas qui est X centimètres au-dessus du terrain naturel avant travaux, etc. De manière évidemment à limiter au maximum les risques sur les biens et les personnes. Il y a même des coefficients de non-imperméabilisation des sols, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un terrain, il faut qu'il y ait au moins X% du terrain qui reste non imperméabilisé pour permettre d'absorber l'eau justement en cas d'accumulation à une période donnée. Quoi. Donc voilà, il y a des techniques et des règles qui permettent de le faire dans la mesure où l'État l'accepte. Y a-t-il d'autres questions sur cette thématique paysage-environnement globalement ? C'est bon? On avance? Allez, de toute façon, on pourra y revenir, c'est pas un problème. On va revenir sur le fil de la réunion et donc on va aborder donc, cette fois-ci la thématique de l'habitat. Donc le constat, les éléments diagnostiques est le suivant. La population de Mersin-Évaux est à peu près autour de 964-5, là vous êtes en cours de recensement, donc vous en saurez un peu plus dans quelques semaines. Hein. Voilà. Alors, on vous invite surtout à répondre au recensement, c'est très important pour le coup. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que oh là là, c'est quoi ce truc-là, ça va nous attirer des ennuis, etc. Non, c'est vraiment essentiel parce que c'est sur ces données-là que quand on fait ce genre d'exercice, on s'appuie pour se projeter sur l'avenir. Et quand malheureusement les données de départ sont biaisées, ben forcément les projections seront elles aussi biaisées. Et donc, et on constate, hein, moi je peux vous dire que ça fait bientôt 30 ans que je fais ce métier. Et je peux vous dire que les recensements qu'on a eu ces dernières années par rapport à ceux qu'on avait il y a plusieurs années en arrière, on voit bien qu'il y a des choses qui sont pas normales. Pas normales.
Parce que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas répondu ou répondu sur ce qu'ils avaient envie de répondre, qui n'étaient pas forcément l'exactitude des renseignements demandés, et c'est vraiment problématique. Bon, voilà, c'était pour la partie. Donc, 964 habitants à peu près, en tout cas en 2018 sur la commune, et avec une commune quand même qui connaît une croissance démographique. Je le dis parce que dans le département de l'Aisne, globalement, le département est plutôt en perte de population qu'en gain de population. Donc, Mersins-Hérault est plutôt dans les communes donc, attractives du département de l'Aisne, avec 45 habitants néanmoins en plus en 40 ans, donc vous voyez que c'est pas énorme, mais il y a quand même une croissance. Le graphe montre cette courbe qui a beaucoup augmenté des années 60 jusqu'au début des années 80, qui a ensuite baissé entre les années 80 et les années 90 pour remonter assez fortement entre 90 et 99 et beaucoup plus doucement depuis 1999, mais il y a croissance démographique. Cette croissance démographique, elle s'explique principalement par le solde migratoire et assez peu par le solde naturel. Donc le solde naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Il est quasiment égal à 0 sur la commune, tandis que le solde migratoire, c'est la différence entre les gens qui viennent s'installer sur la commune et les personnes qui quittent la commune. Et là, pour le coup, il est de 0,41, donc il est assez significatif. Pour autant, cette croissance marque quand même une tendance assez forte au vieillissement de la population sur la commune, puisque sur la dernière décennie, les 60 ans et plus ont gagné 9 points. Il y a eu 9 points en plus de la part des 60 ans et plus sur la décennie qui vient de s'écouler, tandis que la tranche des 30-44 ans, donc on va dire les jeunes ménages un peu primo-accédants, ceux qui sont en âge d'avoir des enfants en bas âge, eux, cette tranche-là a perdu 5 points sur la décennie qui vient de s'écouler. Tandis donc que les 0-14, donc les enfants, ne représentent que 17% des habitants à Mersins-Hérault. Donc une tendance au vieillissement qui quand même est assez marquée et qui a tendance à s'accentuer sur la commune depuis le début des années 2000. En ce qui concerne les logements, il y a 414 résidences principales en 2018, avec un rythme moyen de 3 à 4 logements réalisés par an sur la dernière décennie 2007-2017, qui n'a pas été 2018, qui n'a pas forcément été une période où il y a eu beaucoup de construction. Bon, il y en a eu, mais il y a eu d'autres périodes dans l'histoire de la commune sur ces 50 dernières années où le rythme des constructions était plus élevé. Avec 26% des logements qui sont des logements locatifs, donc à peu près 1 sur 4. Tandis qu'en moyenne, par exemple, si vous voulez un ratio par rapport à la moyenne de l'agglomération, sur l'agglomération, c'est à peu près 1 logement sur 2 qui est un locatif. Alors, le chiffre de l'agglomération, évidemment, il est à nuancer, parce que la ville de Soissons, elle seule, où il y a beaucoup d'offres locatives, impacte beaucoup les données. La commune de Mersins se caractérise par, alors oui, juste pour le locatif, le chiffre est stable. Il y avait 25% en 2007, il y a 26% en 2017, donc il y a un point de plus, mais c'est relativement stable. L'autre caractéristique du parc de logement, c'est vraiment la taille des logements. Ici, la commune de Mersins se caractérise par la présence vraiment presque quasi exclusivement de grands logements. Ce qu'on considère comme étant des grands logements, c'est des logements qui comptent au moins 4 pièces, donc un séjour et 3 chambres. Et donc ici, ça représente 85% des logements. Donc quasiment un déficit, en tout cas un très faible nombre de logements de petite taille, 2-3 pièces ou 1 pièce, sachant quand même que ça pose question justement, parce que ces logements de 1 à 3 pièces sont souvent quand même les logements qui sont privilégiés par les jeunes en décohabitation. Je quitte le foyer familial, j'ai pas forcément les moyens de m'acheter une maison, vu de ma carrière professionnelle c'est un peu compliqué, donc je vais chercher un logement 2 pièces, 3 pièces, et actuellement sur Mersins il y en a très peu. Donc ça veut dire, ça explique aussi que les jeunes partent, ils ne peuvent pas assez parce que déjà ils ne peuvent pas se loger. Et ce qu'on a pu également constater, c'est que sur le parc de logement actuel, la part des logements vacants, ceux qui pourraient éventuellement être remis sur le marché, est assez faible. De mémoire, elle représentait 15 logements en
en 2018. Donc ça ne constitue pas une réserve importante pour, en tout cas significative, pour remettre sur le marché des logements sans avoir besoin de construire de nouveaux logements. Donc à partir de ce constat, nous avons travaillé à différentes hypothèses de développement de la commune à l'horizon 2035, en tenant compte aussi de, comme je disais tout à l'heure, des documents de cadrage qui existent à l'échelle intercommunale, le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, et le programme local de l'habitat, le PLH, du Grand 60. Donc ces documents, on le rappelle, mettent en avant que Mersin-et-Vaux, et pas que Mersin-et-Vaux, Belleux, Pommier, Cuffy, Crouy, je suis en train de chercher. Donc les communes de la première couronne, ce qu'on appelle les communes de la première couronne de la ville-centre, de Soissons, ont un rôle important dans l'effort de construction pour toutes les communes de la ville. Pourquoi ? Parce qu'elles ont l'intérêt, justement, d'être très bien connectées à la ville-centre et voire même de contenir des équipements, des services, des activités qui participent à la centralité de l'agglomération. C'est le cas de Mersin, le centre aquatique, les activités économiques, le supermarché, etc. Donc, il est attendu de ces communes-là qu'elles participent à l'effort collectif de création de logements pour l'ensemble de la ville. Donc, ce qui est proposé pour la commune de Mersin en 2035, c'est de se laisser la possibilité, sur la période 2018-2035, d'accueillir une centaine de logements supplémentaires sur la commune, sachant que sur ces 100 logements, il y en a déjà 24 qui sont actés. Alors, je ne sais pas si les travaux ont commencé, je n'ai pas fait attention tout à l'heure, pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Non, pas forcément. Non. Ça sera un peu. Ça va être un peu plus compliqué. Donc au chemin vert, pas très loin d'ici, où il y a un projet donc, de 24 logements qui rentrent dans la centaine de logements envisagés. Donc ce qui pourrait, alors après tout ça c'est qu'une traduction chiffrée qui reste hypothétique, qui pourrait conduire la commune à compter jusqu'à 1200 habitants en 2035 pour à peu près 1000 habitants aujourd'hui. Je dis c'est hypothétique parce que évidemment dans les logements créés, on n'a pas la garantie totale que l'on va avoir des familles avec enfants, que dans les logements existants, on n'est pas encore un phénomène de vieillissement qui s'accélère, ou inversement, qu'on a un phénomène de rajeunissement qui apparaissent. Ça peut arriver aussi. Donc ce chiffre-là, il faut le prendre avec des pincettes, juste pour avoir à peu près un ordre d'idée de ce que ça pourrait donner. Mais le chiffre qui est plutôt à retenir, c'est celui-ci, c'est rendre possible la réalisation d'une centaine de logements sur la période 2018-2035. Alors la question que vous allez me poser, c'est évidemment, on est où ces 100 logements ? Évidemment, c'est le but de l'exercice. Alors, on les met où ces 100 logements ? Alors, il y a déjà des choses à retenir, c'est qu'il y a encore des terrains qui potentiellement, au sein de la zone urbaine déjà existante, déjà constituée, peuvent être encore construits. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon d'urbaniste, je suis désolé pour le terme, c'est pas terrible, mais c'est comme ça, on appelle les dents creuses. Il y a les trous qu'on a à l'échelle des rues. Alors que les dents creuses, c'est soit des unités foncières à part entière qui n'ont jamais été construites parce que les propriétaires n'ont pas voulu le faire, ils n'ont pas trouvé tellement l'intérêt de le faire, mais ça peut aussi être des unités foncières qui sont déjà construites mais qui présentent un potentiel de division. C'est-à-dire que vous avez un grand terrain, un grand jardin, avec une façade sur rue assez importante, et potentiellement, rien ne vous empêcherait, d'autant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de règles qui fixent des superficies minimales de terrain. Donc, si vous avez une façade sur rue de 12-13 mètres, 15 mètres, avec 30 ou 40 mètres de profondeur, potentiellement ce terrain est constructible, même si aujourd'hui il fait partie de la même unité foncière que le terrain qui reçoit déjà une habitation. Donc c'est comme ça qu'on a estimé ce potentiel d'une quinzaine. On a également donc, le projet là, de 24 logements proposés. Et puis donc il y a donc quelques possibilités de division, transformation de grands bâtiments en plusieurs logements. Ça peut se produire dans quelques cas sur la commune, même si sur Mersin-et-Vaux, il n'y a pas énormément de grosses bâtisses.
potentiellement divisibles. Bon, on a toujours la question des cours de ferme qui constituent un potentiel. Demain, il n'y a plus d'activité agricole. Qu'est-ce qu'on fait dans les bâtiments existants? Alors, je ne parle pas des hangars, mais des bâtiments qui sont durs. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on laisse les bâtiments ad vitam aeternam à l'activité agricole alors qu'il n'y a plus d'activité agricole et au risque que ces bâtiments se dégradent? Ou est-ce qu'on accepte l'idée qu'ils puissent se transformer vers autre chose que de l'agriculture, et notamment du logement? Donc il nous reste un certain nombre d'emprises quand même à proposer pour accueillir les logements manquants dans ce que je viens de vous... par rapport à la cinquantaine qu'on a à peu près identifiée déjà dans la trame urbaine constituée. Et les poches en question, il y a deux secteurs qui sont retenus. Il y a ici un petit secteur qui est proposé en cœur de bourg, sur des terrains qui sont aujourd'hui des jardins. C'est des jardins de grande propriété. On trouverait assez intéressant qu'à terme, alors évidemment, la clé c'est est-ce que les propriétaires sont d'accord ou pas, mais on trouvait que ce serait assez intéressant qu'à cet endroit-là, il puisse pourquoi pas y avoir des logements réalisés, avec notamment l'intérêt de viser justement des logements plutôt orientés vers les seniors et vers les jeunes, dans le sens où on est vraiment dans la centralité du village, on est très près de l'école, on est près du jardin des senteurs, un lieu public intéressant à l'échelle de la commune, et donc ça nous paraîtrait, c'est ce qu'on a mis ici, privilégier le logement senior et jeunes dans cette poche-là de 0,5 hectares. Et puis il est proposé un autre secteur ici, sur 1,5 hectares, où il serait également possible d'envisager de nouveaux logements en une ou plusieurs tranches, ça ne sera pas forcément fait tout d'un coup, et au regard de la densité proposée imposée, c'est pas proposé, c'est imposé par le SCOT, on est plutôt sur cette enveloppe-là autour de 40 à 50 logements, si ma mémoire est bonne, je crois qu'on était parti sur cette enveloppe-là à cet endroit-là. En revanche, ont été écartés d'autres secteurs qui avaient été proposés dans le PLU actuel, notamment en raison de l'éloignement des lieux attractifs, en raison des problématiques de ruissellement ou encore de relief et d'accès, et ont été également écartés les possibilités de réalisation de nouvelles constructions sur le hameau de Vaux et sur le Mont-Sampin. Sur le hameau de Vaux, donc, est privilégié uniquement l'évolution des constructions existantes, mais sans la possibilité d'envisager de nouvelles constructions sur des terrains aujourd'hui non bâtis, compte tenu donc des enjeux environnementaux évoqués tout à l'heure et de l'absence d'assainissement collectif. Je m'arrête là. Je pense que ce thème va faire réagir. Ou est-ce que vous voulez qu'on passe à équipement et loisirs dans la foulée? Non. Petite pause. C'est pas dans le projet de concentration du logement d'une cinquantaine de logements, il s'agirait de quel pourcentage de logements sociaux? Alors, il n'y a pas de... Dans le PLU, pour moi, nous, on n'en a pas fixé. Je suis en train de réfléchir par rapport au PLH qui est en cours de construction. Je vous avouerai que je n'ai pas le chiffre exact, mais à ma connaissance, je crois que Mersa, vous en avez déjà pas mal, vous en avez déjà des logements sociaux. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait une obligation d'en faire un certain nombre. Je ne vais pas vous dire... Alors, il y en aura peut-être quelques-uns, mais à mon sens, ça va être assez minime par rapport au nombre de logements, puisque Mersa a déjà un code-part logements sociaux qui est adapté, je ne sais pas quel terme retenir, compatible, voilà, c'est ça qu'on peut dire, compatible avec les orientations supracommunales fixées par la loi. Et la deuxième question, accès. Alors, rue de Maupas, c'est une rue en cul-de-sac. Est-ce que c'est quelque chose où on pourrait entrer et sortir, mais pas systématiquement par la même rue? Alors, ça fait partie des éléments qui sont en réflexion, effectivement. Donc, sur ce secteur-là, il y aura, vous rappelez-vous tout à l'heure, je vous dis qu'il nous reste à étudier le volet réglementaire et ce qu'on appelle les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP.
Et donc sur ce secteur-là, puisque c'est un secteur à enjeu d'aménagement, il faut inventer l'aménagement de ce quartier. Il y aura justement des orientations d'aménagement et de programmation qui aborderont cette problématique de l'accès. Comment gère-t-on l'accès? L'accès, la circulation à cette nouvelle poche d'urbanisation proposée. Et troisième question pour être comblée, c'est sur proche, malgré qu'il y ait une parcelle entre les deux, de la voie de contournement de Soissons, alors au niveau du bruit. Oui, alors justement, ça c'est un sujet que l'on a évoqué. C'est pour ça que tout à l'heure, dans la thématique environnement, je l'ai présenté, mais vous n'avez pas relevé, c'est normal. Et bien envisager, enfin, de discuter avec les services de l'État, parce que c'est la DIR, c'est la Direction régionale de l'infrastructure routière, c'est une route nationale, à ce qu'il puisse y avoir des aménagements réels, parce que là ils ne sont pas vraiment réels, pour limiter le bruit. Alors il faut trouver la solution. Est-ce que c'est du panneau acoustique? Est-ce qu'il faut travailler un merlon planté, végétalisé, qui viendrait éviter la diffusion du bruit en coupant la propagation? Enfin, ça fait vraiment partie des sujets. Et d'ailleurs, si on ne voit pas très bien ici, mais vous voyez ici. Parce que là, on tombe à peu près dans la problématique de Belleux, quoi, en haut. C'est ça. C'est ça. Si vous voyez ici, on propose justement un secteur de compensation de zones agricoles naturelles consommées. Et dans ces secteurs de compensation qui est vraiment le long de la RN31, justement, il est proposé de travailler des solutions pour limiter, en tout cas pour réduire les nuisances acoustiques liées à l'infrastructure routière. Alors le chemin de verre, c'est ici, on peut zoomer. Parce que du coup, ça fait partie, il y a quelques espaces qui sont en dents creuses, mais pas toutes. Donc le chemin de verre, c'est le triangle qui est là. C'est ça. C'est ça. Il y a la voie verte derrière. Oui. Dans le projet, c'est peut-être dans la pointe qui reste. Je pense que la question c'est pour les parcelles. C'est ça, exactement. Alors justement, nous, potentiellement, il a été identifié ici la Longeuse. C'est-à-dire qu'en lien avec l'aménagement de ce secteur, ça pourrait, suivant comment la voirie serait aménagée, ça pourrait redonner finalement des possibilités de construction sur les terrains sur l'arrière. Quoi qu'il en soit, il y aura une OAP. Mais il y aura effectivement des OAP. Donc ça sera qu'un développement global. Voilà. L'aménagement de ces zones, il sera nécessairement soumis à une opération globale. Voilà. Après, pour les terrains qui seront, si je prends par exemple celui-ci, non raccordables entre guillemets à une voirie, il restera jardin. Enfin, on ne pourra pas Donc en fait, la parcelle qui est à côté des deux points ne sera pas. Celle-ci là Si. pourrait l'être. Il faudra voir. Justement, ça fait partie des OAP qu'il faut les orientations d'aménagement et de programmation qui restent à affiner. Mais tout dépendra. Pour qu'une parcelle soit constructive, il faut bien comprendre qu'elle soit desservie par une voirie. C'est le principe. Un urbanisme, c'est comme ça. Une parcelle devient constructive, c'est directement desservie par une voirie. Donc tout dépendra comment sera organisée la voirie dans ce fameux triangle. Et pour le coup, si les parcelles en question donnent directement sur la voirie nouvellement aménagée, elles présenteraient un caractère constructif. Merci. Je tiens à préciser, votre question elle est intéressante, parce que le projet, il est sur l'espace chemin vert, et que lorsque ce projet a été fait, nous élus, on s'est dit, faut qu'on fasse attention, parce que si on laisse faire un projet sans réfléchir à l'avenir de demain, quelque part, on condamne ad vitam aeternam des parcelles, je dis pas une, je dis des parcelles en jardin. Bon. Et quand on parle de limiter les dents creuses, etc., il faut l'exercice qui est très complexe, c'est de se dire, voilà, une opération qui se fait par un privé, c'est une équation économique. Donc la première chose, c'est comment va se faire et se remplir le premier triangle. La deuxième, c'est de dire, attendez, anticipons-nous l'avenir, une fois que ça sera fait, pour justement
avoir un intérêt général global sans qu'il soit particulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas desservir quelque chose que pour une parcelle. On n'a pas, il faut réagir collectivement. C'est pour ça qu'on parle d'opération dans le temps, etc. Alors, les pastilles qui sont mettre, ça serait vraiment dans le temps à réfléchir à quelque chose d'ensemble pour faire en sorte de limiter justement, enfin, d'aller contre les dents creuses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça nous a interpellés. Donc, c'est bien de le faire, y répondre, c'est pas toujours facile. Donc, ce que je veux vous dire, c'est par rapport à ce que vous voyez, il faut être, prudent, patient, parce que les choses ne vont pas se régler du jour au lendemain. Ça ne pourra se faire que lorsque le triangle sera fait. Mais on l'a à l'esprit. Donc, faut tenir compte aussi des réussites, voire aussi des échecs du passé, c'est ça l'expérience. Régis et derrière moi, on a commencé ensemble, déjà, même du mandat avant l'automne dernier, la réflexion du lotissement Turfontaine. Pour ceux qui donc derrière l'église, bon, on y a passé tellement de temps qu'à un moment donné, on s'est dit, on laisse tomber, on va laisser ça en jachère, c'est ça. Bon. Et on s'est acharné là, bon, pour le faire, parce que pour éviter une dent creuse, et là ça répond quand même, hein, il y a 8 logements, bon, on y a passé du temps. Alors, je pense qu'on a eu raison de le faire, parce que ça fait venir quand même des adhérents, mais c'est beaucoup plus facile de se dire on n'a que des trucs au carré, et puis on allonge, bon, ça, les élus n'en veulent plus, l'étalement qui grossit, donc il faut, mais c'est compliqué. Mais ça, on s'est interpellé sur, on a imaginé, on s'est dit, mais c'est dommage, parce qu'il y a du terrain dans le temps, il faut voir dans le temps ce que ça peut donner. Parce qu'après, on parle de vieillissement de la population, on parle on pense aux jeunes ménages, etc. On part du principe qu'on construit ça pour le futur, pour l'avenir, de manière concertée, constructive. On n'est pas là en disant on fait ça et puis on va exproprier ça. On ne l'a jamais fait, c'est pas le but de la manœuvre. Mais après, il y a une adaptation au village en fonction des générations. Je m'explique. Quand vous avez affaire à des jeunes qui arrivent, etc., au début, ils veulent une maison du terrain. Et puis si on commence à dire on pourrait faire construire, non, on ne veut pas de voisins, on ne veut rien. Et puis quand on va en avance son âge, on aimerait rester dans le village, mais on aimerait réaliser un petit peu pour avoir plus petit, etc., puis on voudrait bien, on aimerait bien vendre quelque chose, etc. Bon. Et tout ça, en fonction des générations, ça ne se concorde pas. Nous, on n'est pas là pour faire du cas par cas, il faut raisonner un village dans l'ensemble, dans le temps. C'est assez compliqué, c'est très intéressant, mais c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on fait des réunions publiques, pour partager ensemble. Et tout ça, on a besoin de beaucoup de matière grise avec des opinions et des expériences différentes pour essayer de construire quelque chose. Mais là, il faut qu'on soit source de propositions, et on avance bien, parce que ça sera ça qu'on mettra dans le PLUI, et il n'est pas question qu'on se fasse imposer quelque chose si on ne faisait rien et qu'on ne désire pas. Donc, d'où l'intérêt de travailler ensemble. C'est bon pour l'habitat? Allez, on avance. Alors, en termes d'équipement loisirs, donc la commune de Mersin-Evo, une nouvelle fois, a un rôle à tenir à l'échelle intercommunale. Alors, au jour d'aujourd'hui, le constat est le suivant. Hein, si on regarde un peu comment est organisé et fonctionne finalement le village, on voit bien qu'on a une polarité assez marquée au centre-bourg, avec la mairie, l'école, l'église. Et puis on a une seconde polarité, là où on est, la salle des fêtes, la City Stade notamment. Et on a ce fameux équipement d'intérêt supracommunal, hein, le centre aquatique pour l'ensemble de l'agglomération, qui se trouve donc en limite nord-est de la commune, ici, d'accord, avec la voie verte également qui passe le long et qui constitue un lieu intéressant à valoriser pour y accéder et également pour aller vers Pax-Soissons. On a également dans la commune des espaces publics de qualité, le jardin des senteurs notamment, dans le centre ancien, qui méritent valorisation. Et pour répondre à la question qui pourrait se poser au regard des perspectives d'évolution de la population par rapport au nouveau logement envisagé, est-ce que les équipements scolaires sont en capacité d'accueillir évidemment les nouveaux enfants qui pourraient quand même, en tout cas on l'espère, un peu, arriver sur la commune.
La réponse est oui. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose dans la configuration de l'équipement actuel. Donc pas d'investissement majeur à envisager par rapport à cette problématique. Donc ce qui est proposé sur cette notion d'équipement et loisir, il y a trois sujets principaux. La question de la réoccupation, du réemploi, je ne sais pas comment on pourrait dire, hein, de l'espace qui est contigu au centre aquatique. Hein. Là, vous avez le plan d'eau, la piscine est là aujourd'hui. Donc tout l'espace qui reste aujourd'hui, qui est plus ou moins sans affectation réelle. Donc l'idée, ouais, c'est ça, l'ancien karting notamment, hein. Puis il y a un autre étang. Hein. Donc l'idée, c'est de plutôt privilégier à cet endroit-là justement des activités autour d'équipements de loisirs, de rester dans cette logique-là, équipement loisirs, avec un rayonnement autant que possible supracommunal. Donc rendre possible des aménagements complémentaires à ceux du centre aquatique, autour des plans d'eau et de l'espace qui va avec. Et notamment aussi parce qu'on a la voie verte qui passe juste là et qui constitue en tant que tel un lieu, pour le coup, par nature, de promenade, de loisirs, de détente. Hein. Donc ça fonctionnerait plutôt bien. Deuxième sujet, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, mais conforter la centralité du bourg en rendant possible la création de nouveaux logements à proximité et de fait encourager les déplacements de proximité à pied, notamment tout à l'heure la petite poche de 0,5 hectares qu'on évoquait là, notamment s'il y a des logements jeunes ménages, jeunes enfants, pourquoi pas. L'intérêt c'est qu'on est très près de l'école, c'est un moyen aussi de redéployer, de réencourager les gens à se déplacer à pied plutôt qu'en voiture pour faire quelques dizaines ou centaines de mètres, avec les conséquences que ça a sur la vie de tous les jours et sur l'environnement. Troisième sujet, poursuivre la valorisation des espaces naturels de la commune, notamment valoriser les chemins ruraux. Depuis la voie verte, mais il n'y a pas que cela, hein, il y a beaucoup de chemins de promenade hein, sur le territoire, sur l'ensemble du territoire de la commune. Maintien des secteurs d'expérimentation, notamment les ruches, aussi à des fins pédagogiques. Et puis ces secteurs des espaces naturels qui offrent des secteurs de compensation aux emprises nouvellement urbanisées, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment pour ce qui est, je vais me mettre sur cette planche-là, ce qui est par exemple la poche ici près du Mont-Sampin, ou encore justement la fameuse bande ici, qui pourrait servir pour être justement merlon planté, etc., pour couper les problématiques de nuisances acoustiques par rapport à la RN 31. Donc voilà pour cette thématique. Ce que je vous propose, c'est de faire dans la foulée l'économie, de faire une pause après, parce que c'est un peu lié. En ce qui concerne l'économie, là encore, la particularité de Mersin-Hérault, c'est qu'elle est dans la commune a une position assez intéressante de par sa situation en entrée d'agglomération, notamment par la vallée de l'Aisne et la RN 31. On a déjà des sites d'activité économique qui existent, et justement le long de cet axe, qui est un axe historique de développement de l'agglomération, avec, si on va sur la planche, une partie plutôt ici qui est plutôt tournée vers l'activité, on va dire, à dominante commerciale, hein, jusqu'au supermarché à côté de la piscine, tandis que de l'autre côté, on est plutôt sur de la PME, PMI, artisanat et moins du commerce. Et l'idée qui est proposée, c'est justement de continuer dans ce sens-là. On va le voir après, mais c'est vraiment de confirmer cette organisation. Tenir compte également des activités artisanales et de services qui sont disséminées dans la trame urbaine du bourg et même sur le hameau. Et prendre en compte également l'activité agricole. Il y a encore 2 exploitations agricoles en activité avec leur siège sur la commune. Et l'essentiel de la superficie du territoire est voué à l'agriculture, soit sous forme de culture ou d'herbage. Enfin, en termes économiques, il y a aussi, semble-t-il, un potentiel touristique à valoriser. La voie verte notamment, les paysages, le patrimoine bâti dont on a déjà parlé,
qui constituent autant d'atouts qui pourraient être encore plus optimisés, valorisés. On aurait pu ajouter le centre aquatique, quelque part, qui s'inscrit aussi dans un atout touristique à l'échelle de la commune. Donc les orientations proposées, eh bien, il y en a 3. Permettre de poursuivre l'aménagement de la zone des pré-frais. Donc la zone des pré-frais, c'est la zone qui se trouve ici côté ouest, en confirmant la possibilité d'urbaniser une dernière tranche de 4,5 hectares ici. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est il y a un chemin là, qui relie la voie verte à la RN 31 et de venir jusqu'au chemin. Rendre également possible la réoccupation sur à peu près 4,5 hectares des espaces ici libres, notamment de l'ancienne casse automobile et de la zone un peu entre les deux, là, qui est aujourd'hui boisée, enfin un peu arborée, sur 4,5 hectares également à cet endroit-là. Donc ça fait quand même un potentiel de 9 hectares de zone ouverte à laquelle de nouvelles activités économiques sur le territoire. C'est quand même intéressant. Maintenir des activités dans le centre-bourg, permettre le développement et l'installation des activités dès lors qu'elles sont compatibles avec le voisinage habité. Donc être vigilant évidemment sur le type d'activité qui reste possible près des habitations, notamment en termes de nuisances par rapport au bruit, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la circulation, le stationnement. C'est vrai que l'activité en ville c'est bien, mais ça peut aussi être source de problèmes à gérer qui ne sont pas toujours évidents. Donc là-dessus, dans la réglementation du PLU, on travaillera sur le type d'activité que l'on pourrait continuer à admettre évidemment dans les trames urbaines constituées, de celles qu'il faudrait vraiment orienter vers les emprises de zones d'activité qui sont vouées à cet effet. Et puis tenir compte des besoins d'activité agricole, maintenir une bonne accessibilité aux champs, permettre également à l'activité agricole de se diversifier et pourquoi pas aussi vers le tourisme. A été évoqué notamment un projet dans ce sens sur Vaud, et limiter la consommation d'espace voué à l'agriculture, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est vraiment rentré dans la logique. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme un peu barbare encore, le ZAN, qui est le zéro artificialisation nette. C'est un objectif national à l'horizon 2050, on n'y est pas tout de suite, mais quand même un objectif très très ambitieux, puisque l'idée c'est qu'à l'horizon 2050, d'ici 2050, enfin à partir de 2050 pour être plus exact, il n'y aura plus de possibilité de consommer aucun espace agricole ou naturel en France pour construire, pour aménager. Ou alors si on consomme, il faudra rendre l'équivalent à l'agriculture et au milieu naturel. Donc, je ne vous explique pas comment ça va se mettre en œuvre, ça me paraît... moi je suis pas à la retraite, mais ça me paraît un peu surprenant, mais bon, l'objectif est louable, je l'entends bien, mais alors la mise en œuvre me paraît quand même un sacré casse-tête. Il y a déjà des premiers attaques du système, au niveau législatif. Oui, je pense que... Je pense qu'on est, on va dire qu'on est sur une vision assez utopique des choses. Voilà, après, est-ce qu'on y arrivera, c'est moins sûr. Mais bon, l'intérêt, c'est que c'est quand même, ça fixe un peu une ligne de conduite. Et l'idée, quand même, c'est ça qu'on nous demande dès à présent, quand on fait ce genre d'exercice, c'est de commencer à limiter la consommation des espaces agricoles et naturels, indispensables au bon fonctionnement de notre pays et de notre agriculture. Voilà, on a fini sur ces deux thématiques-là. Il reste plus un sujet, c'est le transport. Est-ce qu'on fait une pause ou est-ce que je fais le dernier sujet et on pose des questions sur les trois sujets en même temps? Je termine? Allez, j'en ai pour 5 minutes. Donc sur les transports, les éléments diagnostiques, on a un village qui a la particularité quand même d'être plutôt bien desservi, puisqu'il se trouve finalement entre deux grands axes nationaux, la RN 31 au nord, la RN 2 au sud. Le village est dans le cœur du triangle. Il est desservi par 3 routes départementales. On a également une offre en transport collectif à l'échelle de l'agglomération qui existe, même si aujourd'hui on est plutôt sur du transport à la demande, c'est plutôt un système. Mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. On a dit tout à l'heure une voie verte qui constitue également un intérêt à l'échelle de la commune et de l'agglomération pour
constitue un lieu de promenade, de détente, mais aussi pour se rendre à pied, à vélo, à trottinette maintenant, dans Soissons, au cœur de Soissons, sans forcément prendre la voiture. Et puis on a d'autres cheminements, c'est tous les petits pointillés verts que vous voyez sur le plan là, plein de cheminements sur le territoire communal, et au-delà d'ailleurs, qui permettent de se promener, d'aller à la découverte des espaces non urbanisés de la commune notamment. Globalement sur les réseaux, ce qu'on a constaté, c'est qu'avec les opérateurs, c'est le réseau d'eau, le réseau d'assainissement, le réseau électrique et le réseau numérique. Il n'y a pas de problématique particulière là-dessus. Et là encore, pour répondre à une question qui pourrait se poser au regard des logements supplémentaires que la commune pourrait accueillir dans les années à venir, la capacité des réseaux permet de répondre à ces logements supplémentaires. Donc ce qui est proposé dans le projet communal sur cette thématique-là, il y a 5 points. Le premier point, c'est de mettre en valeur et de sécuriser la ville de Compiègne. C'est vrai que cet axe, qui est quand même un axe historique, aujourd'hui il a quand même une connotation très routière et en même temps, c'est pas très sympa de dire ça, mais c'est un peu la vérité, quand même pas très qualitatif, alors que l'on est quand même sur une porte d'entrée principale du cœur de l'agglomération avec une vue remarquable sur la cathédrale de Soissons. Ça mériterait d'être un peu retoiletté, quoi, un peu amélioré. Alors évidemment, c'est un projet ambitieux qui implique aussi la commune de Pommiers de l'autre côté, qui implique Soissons et qui implique plus généralement l'Agglo. Parce que là, pour le coup, c'est un vrai projet communautaire. Mais c'est vraiment l'idée qui est mise en avant dans la réflexion, en lien aussi avec les deux poches d'urbanisation proposées pour l'accueil d'activités économiques, plus la poche proposée pour l'accueil de nouvelles activités de loisirs le long de champs aquatiques. Deuxième sujet, sécurisation de la circulation dans Versin, notamment voire à déployer de nouvelles zones 30 pour sécuriser, inciter à se déplacer là encore en mode alternatif. Donc ce qu'on appelle les modes alternatifs, c'est des modes pied-vélo qui sont peu impactants pour l'environnement et qui plus est souvent bons pour la santé. C'est aussi une question importante, l'hygiène de vie. Troisième sujet, anticiper les besoins en stationnement générés par l'installation de nouveaux logements, nouvelles constructions de logements. C'est vrai que là aussi, il faut quand même garder ça à l'esprit. Quand il y a des logements qui se créent, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez compris, c'est de remplir les trous, donc quelque part d'augmenter un tout petit peu la densité du bâti au sein des enveloppes déjà consommées. Mais c'est vrai que ça peut aussi poser des problématiques. La question du stationnement en est une quand même, parce que ça laisse supposer qu'il y a plus de voitures dans un espace qui ne s'est pas agrandi, qui est toujours le même. Donc ça renvoie à cette question-là. Comment on gère le stationnement ? Comment on peut encourager les gens, au mieux de se déplacer en voiture, justement, de se déplacer à pied, à vélo pour faire des petites distances. Mais pour cela, ça veut dire qu'il faut proposer quelque chose de qualitatif et de sécurisé. Donc voilà, c'est cette thématique-là qu'il faut aborder. Autre sujet dans le même sens, solliciter une ligne de bus régulière depuis Mersin vers Soissons Centre, de passer d'un système transport à la demande à une vraie offre bus régulier sur la journée, plusieurs heures de la journée, un bus qui passe et qui amène à Soissons centre-ville pour tout un chacun. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui serait très intéressant pour bon nombre d'entre vous. Et puis, dernier point, conforter le rôle de la voie verte pour les déplacements réguliers vers Soissons, mais aussi pour les promenades. Voilà. On a dit l'essentiel de ce qui me semblait être important de vous présenter ce soir. Questions, réactions sur ces trois derniers sujets ? Oui. Merci. Puisqu'on parle du transport et puis des énergies propres, est-ce que dans un temps proche, nous allons voir dans Mersin des bornes électriques pour recharge de voitures? Bon sujet. Monsieur le maire, vous avez une réponse ? Très bonne question. Donc on a une réunion qui est prévue avec l'UCENA qui va faire un audit
parce que ça coûte cher et l'UCEDA subventionnerait une partie. Donc on va assister à cette réunion pour voir justement quels pourraient être les besoins. On aura des bornes électriques. La difficulté, c'est pas que le financement, c'est la situation. Parce que en fonction de l'endroit où vous les posez, il faut pas que ça soit fait en direction du privé ou du particulier. Il faudra les mettre là où le plus grand nombre de public peut venir. Donc, c'est devant la mairie, c'est devant l'école, mais ça, on n'en sait rien. Il faut tirer l'expérience de ça. Mais on ira. Alors, on ne va pas noyauter tout le village, mais on ira vers cette tendance si on y réfléchit. Je sais que il y a une réunion à l'UCEDA à laquelle participeront Jean-Claude Krakowiak, Jean-Claude Busigny, et puis je pense que Brigitte, qui est représentante aussi à l'aglo, suivra ça, mais c'est dans l'air du temps. Ne me demandez pas de délai, mais c'est quelque chose dont on parle en conseil, etc. Alors, il y a ça. Après, il y a des privés qui peuvent être intéressés. Je sais que moi, j'ai été approché par la personne qui a repris le cabinet médical de monsieur Lapersonne, donc il se pose la question, lui, à titre privé, de mettre des bornes. Bricoman en a quelques-unes, donc ça, on avait exigé, hein, mais c'est une bonne question, on vous tiendra informé, mais c'est quelque chose dans l'avenir qui se fera en parcimonie. Mais quand on démarre, c'est toujours avec une ou deux bornes, il faut être très très prudent de l'endroit où on les met pour pas vous me diriez, tiens, j'ai une voiture électrique, ça va m'intéresser, si je veux en mettre une près de chez vous, c'est un peu tendancieux, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est la difficulté de savoir. Par contre, vous avez une voiture électrique, si on vous dit qu'il y a une borne qui est faite près de la mairie, etc., c'est beaucoup plus facile de... Voilà. Après, il faut une logique. Si on commence à mettre une borne électrique, puis vous faites encore 1 kilomètre à pied, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'UCEDA qui a une expérience de ça, et puis on vous refera un tour là-dessus. Et tant qu'on est dans l'électrique, on va certainement, c'est un scoop, mais bon, on va essayer, parce qu'il faudra quand même que ce soit le conseil municipal qui décide, mais on va peut-être faire un essai de vélo électrique soissonné, vous savez que le CICUS propose, etc., de mettre à disposition sur la période du printemps et l'été, devant la mairie, donc des vélos électriques, pour voir un petit peu, parce qu'il y avait une demande de certains jeunes de pouvoir prendre le vélo électrique pour aller pour la soisson. On verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Voilà. Merci. J'avais été interpellé par la mise en place des zones 30. J'ai vu le plan dans le Mercinois sur les rues concernées, donc les rues ne sont pas très larges et il y a beaucoup de gens à pied, donc ça me paraît cohérent. Ce qui m'inquiète, c'est juste si ça va entraîner l'apparition de ralentisseurs un peu partout dans les rues. Pour l'instant, ce qui a été fait, les marquages rouges et les radars pédagogiques, c'est pas très intelligent et très pratique. J'ai plus peur des ralentisseurs un peu partout sur des zones 30. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu as la réponse dans ta question. Tu as dit que c'était intelligent. Non, mais sans être prétentieux, c'est quelque chose qu'on a à cœur depuis déjà plusieurs mandats. Alors, au début, c'était de faire des diagnostics des vitesses. Il y a eu un article qui est paru ce matin. C'était de faire le diagnostic pour voir exactement la réalité de la vitesse. Bon, ça a été fait, je vous dirai l'article là. Bon. Ensuite, c'était d'avoir des choses efficaces et qui ne coûtent pas cher, parce que des plateaux, des machines, ça coûte très cher, ça peut être dangereux et c'est pas forcément homologué. Donc le plateau qui avait été fait devant le cimetière, il est parfait, il correspondait, je vois Christian, il s'en souvient, mais ça correspondait à un... Là, ce qu'il faut, c'est jouer sur le visuel et sur le champ visuel qui permet de ralentir. Donc on en restera, nous, notre patte, c'est d'en rester avec du marquage au sol, des bandes cyclables, des bandes centrales, etc. Le 30, on l'a mis parce qu'on s'est aperçu que 85% des voitures dans le centre étaient entre 38 et... Donc, autant baisser. Faites pas l'essai, je l'ai fait pour vous, mais quand vous descendez la côte de Paris à 50, il faut déjà y aller. Il faut déjà bien tenir le manche. On est plutôt entre 35 et 40, donc on s'est dit, on va baisser la vitesse. Et puis après, d'un point de vue de sécurité, c'est mathématique pour ceux qui ont repassé le code. 30 km/h, il faut 90 mètres pour s'arrêter, 9 mètres pour s'arrêter. À 50, il en faut 30. Voilà. Mais on va rester là-dessus. Et puis, l'avantage du marquage au sol, c'est que ça marche
comme ça, alors vous allez dire, ils font ça, c'est fait exprès. On est dans l'expérimentation. Dès que ça marche, maintenant, après, on le fera en enduit, et ça restera, ça sera pérenne. Mais si on s'aperçoit que ça ne marche pas, c'est facile, on fait autre chose. Mais pas d'écluse, double écluse, etc. Les deux, on va regarder ce qui se passe dans le cœur du village. Les deux points sur lesquels on va encore s'attacher, c'est évidemment la rue de Vaux et évidemment la rue du Mont-Sampin. Une année, on a eu 7 voitures sur le toit la même année. Hein. Donc, bon, et je touche du bois parce que les gens sont toujours sortis de la bagnole, mais c'est infernal. Et là, c'est pas une histoire de faire des travaux, c'est une histoire de discipline avec le fameux verglas d'été, parce que en bordure des arbres, il pleut. Il fait très beau, vous avez la moitié de la route qui est sèche, je vous dis, c'est sec, mais si vous êtes côté ombre, c'est comme du verglas, et puis vous allez sur le toit. Si vous êtes à 50, ça passe. Vous allez un petit peu plus vite, ça part, une fois que c'est parti. Il y a encore eu la semaine dernière une voiture sur le côté. Mais non, on va rester comme ça. Malgré le Dodane, ça roule encore. Pardon? Malgré le Dodane, ça roule des fois beaucoup. Oui, non, mais voilà. Après, on mesure, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, depuis le temps qu'on fait des mesures, on a une documentation quasiment de 600 pages sur tout un tas de relevés. C'est consultable en mairie. Vous avez le spécialiste de tout ça qui est derrière moi, c'est Jean-Claude Krakowiak. Il peut vous montrer toutes les rues, les relevés, le timing, les voitures, etc. Et il vous dira exactement, selon les heures, ceux qui roulent vite. On a une expérimentation qu'il va falloir, enfin pas une expérimentation, il faut qu'on contrôle quelque chose. Il semblerait qu'une fois que les gens sont habitués maintenant à ce que l'éclairage soit coupé la nuit, maintenant qu'ils sont habitués, la tendance fait qu'on roule plus vite dans le noir que quand c'est éclairé. À vérifier, avec les radars, on va le vérifier. Et vous verrez, il y a quand même des choses exceptionnelles. Hein. Si 85% des voitures globalement sont en dessous des vitesses réglementaires, donc c'est par rapport à ce pourcentage-là qu'on raisonne. Les 15% qui dépassent, il y a un peu de tout. La nuit, vous pouvez voir, on pense que c'est une moto, mais vous pouvez voir certains qui roulent à 120 ou 130. Hein. Une petite accélération de nuit, pas vu, pas pris. Oui, c'est ça. Oui, je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Une cinquantaine de logements sur 1,5 hectare, sur des parcelles en gros de 300 à 350 mètres carrés, sur une zone où on ne peut pas faire de sous-sol, c'est-à-dire avec 2 voitures par habitation, ça fait une centaine de voitures, si je compte bien. Ces voitures se déplaçant au minimum le matin et le soir, ça fait déjà 200 passages, et ça fait plutôt entre 300 et 400 passages. Donc ça nécessite quand même de mener une bonne réflexion sur le sujet. Oui, attention quand même parce que justement sur ces 50 logements, on pourrait aussi avoir des logements où il y a... Si on a une personne âgée ou un jeune, il y aura qu'une voiture. Faut pas non plus, c'est pas, voilà. Faut faire attention à ce qu'on va mettre comme type de logement. L'idée étant justement en même temps de diversifier un peu l'offre de logement. Ce ne sera pas forcément que des lots de 300 mètres carrés avec une maison dessus. On peut aussi imaginer qu'il y ait 1 ou 2 petits bâtiments dans lesquels il y a 3-4 logements locatifs par exemple, pas forcément social d'ailleurs, hein, ça peut être du locatif privé, où là on va viser le jeune ménage, le jeune qui démarre, où il sera tout seul, il n'aura qu'une voiture. Donc voilà, mais j'entends bien. En même temps, l'intérêt aussi de ce site quand même, c'est qu'il est près de la voie verte. Hein, donc voilà, on a dit, on cherche aussi à encourager, inciter au mode alternatif, le vélo, la trottinette pour les jeunes. Le transport collectif, si demain il y a une ligne régulière sur la journée qui s'arrête vers Soissons, ça peut être aussi un moyen de dire pourquoi peut-être que j'ai plus besoin de 2 voitures, une seule suffirait. Hein, donc, voilà. Mais oui, j'entends bien votre remarque. Monsieur le maire, on vous laisse le mot de la fin? Non, le mot de la fin, ça sera pour Nicolas. Moi, j'ai fait l'introduction, Nicolas par la conclusion. Écoutez, donc vous m'entendez bien? Vous n'avez peut-être pas besoin de micro, hein.
c'est la voix qui porte. Écoutez, on vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Donc, comme disait M. le maire, et ça a été précisé par M. Timonier, donc c'était la première des réunions. Donc, on vous a présenté le travail qui a été mené jusqu'à aujourd'hui. Donc, il nous reste encore beaucoup de travail. Hein. On a parlé de réglementation, de toutes ces choses-là, des OAP. Comme tu as dit justement, il va falloir se triturer les ménages. C'est pas uniquement des maisons qu'on met, mais bien également l'intégration de ces maisons dans l'environnement qui existe aujourd'hui. C'est important de penser déjà à tout ça. Donc, encore un peu de boulot. On espère vous revoir à la prochaine présentation, pour montrer un petit peu le travail qui a été mené. Et puis, M. Timonier, je vous remercie à nouveau pour le travail qui a été fait. Rappelle le cahier qui est ouvert, s'il y a des remarques. Oui, et puis comme vous avez dit justement, tous les éléments sont en mairie, vous les avez déjà sur le site internet, et vous les avez en papier, et il y aura les deux grandes cartes là qui sont affichées en mairie, donc n'hésitez pas à passer, hein, il n'y a aucun problème. Donc ceci étant dit, merci beaucoup. Merci, M. Timonier. Et puis une bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci. Merci.